Soit vous sortez, s'il vous plaît, soit vous sortez, soit vous restez. Bark. Ne faites pas de bruit. Yada makan. Il faut savoir, s'il vous plaît, il faut savoir, dans l'organisme, il existe différentes flores microbiennes. Au niveau de la peau, au niveau de l'estomac, de l'intestin, et ça existe depuis des siècles et des siècles, sans qu'on fasse attention. L'estomac est stérile parce que c'est l'acide, le vagin est stérile et c'est l'acide, l'utérus, il n'y a pas de truc, mais partout, il y a une flore. On est plus que cellules. Les cellules qui nous forment, les bactéries, ils sont 2 fois plus. Donc on est beaucoup plus bactérien que cellules. Donc il existe plusieurs formes et plusieurs flores microbiennes. Cependant, l'essentiel de la flore du côlon, appelé le microbiote, qui a attiré l'attention de certaines personnes, donc vous allez voir, qui a un rôle important. Moi, je vais vous donner quelques explications pour vous dire ce qui se passe. Mais vous avez une diapo de quelqu'un vous allez voir qui est-il, et il va vous expliquer. Écoutez bien cette diapo, cette conférence. Elle est importante et vous allez voir que notre médecine, ce qu'on a fait avant, tout est nouveau, il faut penser, il faut parler de ça. Et ça, ils ont commencé à travailler. Pourquoi il a parlé des résultats? Il a commencé à parler. Donc, ce microbiote, il représente un ensemble de micro-organismes, bactéries, virus, parasites, champignons, non pathogènes, dits commensaux, qui vivent dans un environnement spécifique. Le microbiote intestinal est le plus important d'entre eux, avec 10 puissance 12 à 10 puissance 14 micro-organismes. 2 à 10 fois plus que le nombre de cellules qui constituent notre corps. Ils ont un poids de 2 kilos, comme le cerveau. Le microbiote intestinal est principalement localisé dans l'intestin grêle et le côlon. L'acidité gastrique rendant la paroi de l'estomac quasi stérile. Il est réparti entre la lumière du tube digestif et le biofilm protecteur que forme le mucus intestinal sur sa paroi intérieure. Donc, on brebis quelque part. 3,3 millions de gènes différents appartenant à plus de 1000 espèces différentes, dont une large majorité est d'origine bactérienne. Chaque individu portait en moyenne 540 000 gènes microbiens. Je vous demande pas de lire tout ça. Il y a quelques phrases, quelque chose importante pour votre examen. Barry, il y a une conférence, elle est très importante. Soit environ 160 espèces réparties en plusieurs types alpha. Les virus bactériens qu'on appelle les bactériophages sont aussi de nombreux au sein de ce microbiote. Ils peuvent modifier le patrimoine génétique des bactéries intestinales ou son expression. Aussi, on a un microbiote virome par les virus et fongique qui fait de levure de champignons. À l'instar, là vous allez rire, à l'instar de l'empreinte digitale, le microbiote intestinal est propre à chaque individu. Si quelqu'un fait des crottes devant votre porte, d'ici là, on aura une empreinte pas digitale au niveau des selles et on connaîtra, et vous allez voir, il est unique sur le plan qualitatif et quantitatif. Parmi les 100 espèces, les bactéries comportent un microbiote d'un individu sain, une moitié est communément retrouvée d'un individu à l'autre, comme l'empreinte digitale. On peut prélever, et il y aura un centre de recherche, ils vont rechercher le microbiote de cet individu. Donc, on va donner notre sel. Ils ont commencé à parler à l'étranger. Ils ont commencé à parler
Et bien sûr, ça va arriver, comme il y a beaucoup de microbios, etc., ils peuvent commencer. Donc, ils peuvent rechercher, prendre un morceau de cette selle, ils disent au laboratoire, ils trouvent l'origine de cet individu, vous avez fait votre selle devant la maison de quelqu'un. Et c'est le prof qui en a parlé, et au Mazel, la présence de micro-organismes dans l'intestin est connue depuis plus d'un siècle. Il existe une véritable symbiose, donc contact entre les deux. Le microbiote est un organe extra-humain. C'est nouveau. On a parlé quand je faisais des communications, des congrès, et surtout de congrès de néphro, où il parle de greffe rénale, greffe, je sais pas qu'est-ce que c'est. On va faire une greffe. On va faire la greffe du microbiote. Vous allez voir, les gens qui ont un problème digestif, vous allez voir après, on peut leur faire avaler, et ça se passe maintenant, ils le font. Le microbiote, les selles d'un individu sain, bien sûr, la selle, ils vont la travailler jusqu'à, j'ai une très belle diapo, comme c'est beaucoup de temps, comme vous n'avez pas assez de temps, ça va être une substance liquidienne blanchâtre, fiha le microbiote, ça veut dire fiha les bactéries, qu'on donne à l'individu à boire pour changer la flore intestinale. Vous allez voir que c'est la flore intestinale qui cause beaucoup de problèmes. Et ce qu'on appelle, on la donne pas comme ça par voie, on la donne par sous anesthésie générale. Donc c'est pas quelque chose de simple. C'est pas pardon, je m'excuse. Donc sous anesthésie générale qu'on injecte ce liquide blanchâtre qui fait les bactéries pour changer la flore bactérienne, surtout chez les individus qui ont des résistances bactériennes. On a dit tout à l'heure les BHRE, les bactéries hautement résistantes émergentes. Pour ces bactéries, parce qu'il n'y a pas moyen, à un certain moment, on manège les antibiotiques. Les antibiotiques qu'on donne souvent à tort et à travers, surtout à large spectre, vont changer la flore tana. Ils vont agir sur la bactérie pathogène, ils vont agir sur la bactérie du microbiote qui va la détruire. Ils vont changer notre flore. C'est pour ça qu'on vous dit, donnez des antibiotiques, pas à large spectre, sous antibiogramme, pour que vous êtes sûr d'agir sur un germe pathogène et non sur un germe qui n'est pas pathogène. Il joue un rôle, le microbiote joue un rôle dans plusieurs fonctions. Digestive, métabolique, immunitaire, neurologique. En conséquence, regardez ce deuxième mot, la dysbiose, c'est-à-dire l'altération qualitative et fonctionnelle de la flore intestinale, quand la flore intestinale est détruite, est une piste sérieuse pour comprendre l'origine de certaines maladies, notamment celles sous-tendues par des mécanismes auto-humains et inflammatoires. Quand la flore microbienne est malade, on comprend que l'origine de la pathologie est différente. Le microbiote de l'individu se constitue dès sa naissance, au contact de la flore vaginale, après un accouchement par voie basse, ou au contact des micro-organismes de l'environnement pour ceux nés par césarienne. Le prof, c'est lui qui a dit cette phrase, la colonisation bactérienne a lieu de façon progressive. Les premières bactéries intestinales ont besoin d'oxygène, pas ça, une autre diapo, pour se multiplier. Donc, quelle est la flore de ce microbiote? Ça commence par des bactéries qui ont besoin d'oxygène, exemple les bactéries aérobies. Puis, une fois que les bactéries ont consommé l'oxygène, arrivent des bactéries anaérobies, Bacteroides, Clostridium, Bifidobacterium. Donc, on a dit que le microbiote se constitue dès sa naissance. Le mode d'accouchement constitue un facteur, vous allez voir, regardez aussi cette phrase, un facteur déterminant dans la colonisation initiale du tube digestif du nouveau-né. L'accouchement par voie basse favorise la colonisation par des germes maternels d'origine vaginale et fécale tels que Lactobacillus, Streptococcus, Prevotella et Enterobacter. Lors d'un accouchement par césarienne, le nombre de bactéries qui colonisent l'intestin
n'existe pas. Et c'est pour ça, d'après ce personnage, d'après ce qu'on a vu, et que c'est pour ça que les enfants qui naissent par voie césarienne, il a travaillé avec la gynéco. J'invente pas, je l'ai pas vu. Il a travaillé avec les gens de la gynéco. Ils ont vu que les enfants qui naissent par césarienne tombent souvent malades par rapport aux enfants qui sont nés par voie basse. Ça, c'est un cas qu'il a découvert et qu'il n'a pas découvert en 10 ans. Il l'a découvert en faisant des enquêtes. C'est pour ça que je vous conseille de le lire sur le Garden, au lieu de voir la télévision. À la naissance, notre tube digestif est stérile. Et en quelques heures à peine, il se retrouve colonisé par des milliards de bactéries au contact des micro-organismes de l'environnement. Les premières bactéries qui colonisent le tractus intestinal, sont des aéro-anaérobies facultatives, en particulier entérobactéries, staphylocoques, entérocoques. Ça, je me répète. Donc, après avoir consommé l'oxygène, apparaissent d'autres bactéries de anaérobie, exemple bifido, streptoanaérobie, etc., dès le 3e jour de vie. Ainsi, c'est vers l'âge de 2 ans que l'on retrouve une colonisation bactérienne de l'intestin similaire à celle de l'adulte. À 70 ans, le microbiote entame une nouvelle maturation. Il évolue, bien sûr, selon l'âge, pour accueillir d'autres espèces. Les anciennes espèces qui sont bénéfiques pour l'individu commencent à disparaître pour apparaître le Clostridium, les entérobactéries et les entérocoques sont des bactéries pas comme le bifido qui sont des bactéries qui sont donc à l'âge le microbiote va changer. C'est pour ça que peut-être pour ces gens-là, s'il y a un problème pathologique, on peut leur donner ce truc. Une grande variabilité aussi chez les enfants qui têtent le lait maternel et le lait artificiel. Il s'est avéré que ceux qui têtent le lait maternel traduit par une forte proportion de bifidobactéries. Ce sont des bifidobacterium, etc. C'est des bactéries qui sont bénéfiques pour l'individu. Les autres enfants allaités qui sont allaités au lait artificiel ont d'autres bactéries qui sont pas bénéfiques. Donc c'est une variation traduite par une forte proportion de bifidobactéries chez les enfants allaités due à la présence de certains facteurs de croissance dans le lait. Ils possèdent également moins d'Escherichia coli, de Clostridium difficile et de Bacteroides fragilis que les enfants ne tétant pas le sein de leur mère. Sous l'influence, donc ce microbiote il va changer, sous l'influence de la diversification alimentaire, génétique, niveau d'hygiène, les traitements médicaux, l'environnement, la composition du microbiote intestinal va évoluer pendant des années. Puis elle reste stable. La fluctuation des hormones sexuelles, des traitements médicaux, modification d'hygiène de vie peuvent avoir un impact sur sa composition. Ça, je me suis répété. L'équilibre, donc le dysbiose, l'équilibre de l'écosystème microbien est atteint lorsqu'il existe une relation mutualiste entre les membres de la flore intestinale, les produits métaboliques et le système immunitaire de l'hôte. L'altération de cet équilibre provoquée soit par une antibiothérapie, un changement de régime alimentaire, le stress, pathologie de la sphère gastro-intestinale qu'on appelle le dysbiose. Ce phénomène de dysbiose est incriminé dans de nombreux, lorsqu'il y a un déséquilibre de la flore entraînant ce qu'on appelle un dysbiose, qui est incriminé dans plusieurs pathologies corrélées à des mécanismes auto-immuns ou inflammatoires. Donc, si la flore, le microbiote va mal, les pathologies apparaissent. Il faut qu'il y ait un équilibre de ce microbiote pour que qu'on explique certaines pathologies. Il change, le microbiote change et la flore change selon qu'on soit né par voie basse, né par voie haute, césarienne, pris lait maternel, lait artificiel, fait que il y a un changement. Et quand on voit ce changement, il y a des pathologies. Il y a des enfants qui sont tout le temps malades, il y a des enfants qui sont tout le temps des diarrhées, il y a des enfants qui sont tout le temps des problèmes respiratoires, etc., etc. Et ils ont expliqué ça à l'action de ce microbiote. C'est une nouveauté
pour nous, on n'en parle même pas. Je suis en train de faire la communication. Ailleurs, vous allez voir, ils ont commencé il y a 4 années, déjà à faire des travaux en gynécologie, etc. Le rôle des antibiotiques est par définition de détruire les bactéries. On donne des antibiotiques si on connaît pas la cible, l'agent pathogène dans quel sens on détruit des antibiotiques. Si on les connaît, on est tranquille. Si on les connaît pas, on développe les pathogènes et les non pathogènes et les germes de la flore intestinale qui vont donner des diarrhées lorsque on utilise des antibiotiques. Il y a toujours des diarrhées juste après. Donc ça va altérer la flore qui dépend de la sensibilité des bactéries de ce microbiote. Donc quand le microbiote rend service, il assure la formation des substrats et des résidus alimentaires, il facilite l'assimilation des nutriments, il assure l'hydrolyse de l'amidon, les cellules, etc. Il participe à la synthèse de certaines vitamines, il régule plusieurs voies métaboliques, absorption des acides gras, etc. Ça, c'est un aperçu qu'on n'est pas, on n'est pas sûr. C'est un aperçu qui est un peu l'usage. On commence à parler du microbiote et on commence à traiter par le microbiote les probiotiques. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé décrit les probiotiques comme les micro-organismes, bactéries ou levures vivants produisant des effets bénéfiques pour la santé de l'hôte lorsqu'ils sont consommés en quantité suffisante. Exemple, l'ultralevure, c'est un microbiote fongique. L'Activia, Bifidus, je sais pas qui c'est, le Prébiosoft favorise le transit. Avant, on donnait des antibiotiques chez les enfants et on donnait l'ultralevure, des sachets ultralevure. Je ne sais pas qui c'est, quand j'étais externe interne, puis je fais résidence, je sais pas qui c'est qui a arrêté, je parle d'Algérie, ailleurs il continue à le donner, l'ultralevure. Puis maintenant, ils vont reprendre. Si on donne des antibiotiques aux enfants, on leur demande d'ajouter l'ultralevure. C'est des sachets, des probiotiques. Les prébiotiques, exemple le Dufalac, on le donne surtout ceux qui ont problème hépatique, les encéphalopathies hépatiques, on donne le Dufalac, sont des ingrédients alimentaires non digestibles. C'est des fibres, fruits et légumes, à grains entiers, qui stimulent la croissance de bonnes bactéries déjà présentes dans l'intestin. Pour favoriser le microbiote, pour le mettre en vie, on donne ce qu'on appelle le Dufalac. Et en Algérie, il y a le générique, mais ailleurs, il y a le Dufalac, le vrai Dufalac, qui le ramène de France, pour les gens qui ont problème hépatique. Pour les gens, problèmes hépatiques graves, les encéphalopathies hépatiques, on les donne que le Dufalac. Plusieurs perturbations sont aujourd'hui corrélées d'une dysbiose, donc le déséquilibre entre la flore et l'individu. Donc les troubles fonctionnels digestifs, notamment le syndrome de l'intestin irritable, les infections à Clostridium difficile, les maladies inflammatoires, l'obésité et les maladies métaboliques. L'inflammation est un élément important étroitement corrélé à l'immunité. Il existe à la fois un niveau physiologique d'inflammation indispensable. Donc, l'inflammation corrélée à l'immunité contrôlant le microbiote. Comme le lipopolysaccharide, ces antigènes provoquent une réaction inflammatoire de la part des macrophages, produisent alors des médiateurs pro-inflammatoires, agissent sur d'autres cellules immunitaires. Le lipopolysaccharide se trouve au niveau de l'antigène, c'est un antigène qui se trouve chez les bacilles gram-négatifs de la flore microbienne, le microbiote. Le microbiote constitue une cible thérapeutique de choix dans les maladies inflammatoires. Jusqu'à présent, les premiers essais cliniques conduits avec les probiotiques qu'on avait avec l'ultralevure, ou les prébiotiques, aliments spécifiques du microbiote tels que le polysaccharide, ainsi une augmentation des graisses dans l'alimentation habituelle, donc quand il y a beaucoup de graisse, on prend beaucoup de graisse ou là on est obèse, augmente la proportion des bacilles gram-négatifs, ce qui fait que augmente le LPS inflammatoire, qui va
au niveau local, puis passage dans la circulation sanguine, tissu adipeux, musculaire, l'inflammation à bas bruit qui s'installe dans ces tissus de façon chronique favorise l'insulinorésistance préalable au diabète et à l'obésité. Donc les gens qui sont obèses peuvent à un certain moment fondre dans ce qu'on appelle des insulinorésistances, on les a vus. Un des cas qui est dû à le lipopolysaccharide bactérien des bacilles gram-négatifs qui se trouve dans le microbiote qui est responsable de cette inflammation. C'est en général, vous allez écouter la conférence, on a remarqué aussi qu'un certain nombre de données permet en effet d'affirmer que certaines tumeurs sont liées à la présence des micro-organismes précis ou encore aux dysbioses au niveau intestinal lorsqu'il y a un déséquilibre. Pour exemple, un déséquilibre du microbiote en faveur de certaines espèces Physiobacterium augmente le risque de cancer colorectal. La présence d'Helicobacter pylori favorise la survenue de cancer gastrique. L'efficacité de cyclophosphamide couramment utilisée en oncologie est influencée par le microbiote qui favorise la perméabilité intestinale et la migration des bactéries immunogènes, qui induit une réaction immunitaire. C'est des phrases. On n'est pas en train de parler. C'est nouveau. On n'a jamais parlé de microbiote. C'est la première année qu'on parle de microbiote. Je l'ai fait sous forme de quelques phrases parce que j'ai deux cours en même temps. Mais j'ai préféré que vous écoutez ce conférencier. Dernièrement, les études ont suggéré, vous allez voir ce il a très bien expliqué, que le microbiote pouvait avoir un rôle déterminant dans les maladies neurovégétatives. Il serait impliqué dans l'inflammation cérébrale, maladie d'Alzheimer, les symptômes parkinsoniens, et aussi corrélé à la concentration d'une espèce particulière d'entérobactériaceae. Tous ces différents phénomènes pourraient être médiés par les substances d'origine bactérienne neuroactives. La transplantation du microbiote fécal consiste à l'introduction des selles. Bien sûr, ce ne sont pas des selles. Elles sont préparées plusieurs fois pour avoir un liquide blanchâtre sans odeur. Consiste en l'introduction des selles d'un donneur sain dans le tube digestif d'un patient receveur afin de rééquilibrer la flore intestinale altérée de l'hôte. Exemple le plus couramment utilisé lorsqu'il s'agit des bactéries multirésistantes. Et maintenant, si c'est avéré, il confirme que ces pathologies neurovégétatives des pathologies neurologiques qu'on vient de citer, et si elles sont vraiment responsables et qu'on n'arrive pas à traiter et qui vont rester longtemps, parkinsoniens, etc., ça aurait mieux de donner ce microbiote sous forme de liquide qu'on ingère et que il aura plus de ça. C'est des suppositions. C'est la première fois qu'on enseigne ce cours. Ça n'a pas été fait avant. Ça fait 4 ans, vous allez voir, en 2014, les gens ont commencé à s'intéresser à ce microbiote. Nous, pour le moment, on en parle dans des congrès, surtout la transplantation. Je ne fais que citer. J'ai que j'ai ramené des trucs pour vous montrer aux gens comment on fait cette transplantation pour le moment. Et c'est tout. Ya'tikum saha. Je vous remercie.